Alors bonjour Florian. Bonjour. Et bonjour à nos auditeurs. On a décidé de parler ensemble de francophonie puisque c'est un sujet qui nous mobilise, qui nous intéresse beaucoup. Et il se trouve que tous les deux on a eu des publications récentes sur ce sujet avec un certain nombre de constats qu'on a pu faire et puis peut-être aussi des pistes d'action et de solutions. Donc comme ton travail a précédé le mien de quelques mois, je te propose de te présenter, puis de présenter le manifeste pour un monde francophone. Alors voilà, je m'appelle Florian Hurard et j'ai donc édité chez l'Harmattan ce manifeste qui est un livre volontairement synthétique et destiné à montrer les potentiels et les fragilités aussi de la langue française en ce début du XXIe siècle et de montrer finalement que cette langue peut contribuer à faire émerger une mondialisation respectueuse de la diversité culturelle, d'où le sous-titre du livre « Comment construire un avenir non standardisé ». C'est ça, moi c'est aussi une des préoccupations effectivement que cette mondialité dont parlait aussi Édouard Glissant. Et j'ai eu la chance de publier 2 études récemment avec la Fondation pour l'innovation politique, donc l'élan de la francophonie, premier livret une communauté de langue et de destin, et deuxième livret pour une ambition française. L'idée, c'était de faire un état des lieux très synthétique pour un maximum de lecteurs qui ne sont pas forcément connaisseurs de ce sujet-là. C'est vrai que c'est un peu un angle mort aussi dans les écoles, les universités, la francophonie en France, malheureusement. Et donc, j'ai parlé avant tout du fort potentiel de l'espace francophone dans une première partie, mais aussi des défis très sérieux qui se posent à la francophonie internationale. Et dans le deuxième livret, là j'ai davantage axé sur la façon dont la France pouvait reprendre l'initiative pour raviver d'abord la flamme de la fierté d'être francophone en France et aussi de s'exprimer en français, d'entreprendre, d'innover et pas simplement de passer par des anglicismes à chaque fois pour nommer tout ce qui se crée de nouveau en France, malheureusement on le voit. Et à travers ces 2 livrets, il y a aussi 15 propositions donc pour la francophonie internationale et plus spécifiquement pour la francophonie en France, sachant que parmi ces propositions, certaines s'adressent aux États, d'autres aux médias, d'autres enfin aux entreprises ou aux universités. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu disais au sujet des anglicismes. J'en parle aussi un petit peu dans mon livre et j'insiste beaucoup sur le fait que le problème, c'est pas d'emprunter aux langues étrangères, c'est d'avoir recours un peu trop systématiquement à l'anglais global pour traduire des réalités nouvelles, des nouvelles technologies, de nouvelles pratiques. Et c'est ça le principal danger selon moi. C'est là qu'on risque de ringardiser la langue française, en tout cas de montrer de fait que la langue française serait incapable de penser des concepts modernes. Oui, comme tu dis, je pense qu'il n'y a aucun danger à avoir des emprunts dans la langue française. Pour ça aussi que je parlais à un moment d'aggiornamento de la pensée francophone en France. C'est parce qu'il faut montrer aussi qu'on est ouvert, mais à un moment ça devient peut-être un peu excessif et il faut se demander pourquoi aussi. Est-ce que c'est pas la manifestation d'un phénomène un peu plus profond, d'une sorte d'acculturation ou d'imprégnation depuis plusieurs décennies de cette langue qui a une portée bien sûr politique, économique dans la mondialisation et avant. Donc effectivement, il ne faut pas se braquer sur les anglicismes, mais il faut se poser les questions aussi pourquoi on en est arrivé là. Mais moi j'ai un ami québécois qui me disait qu'il était il était très déçu en allant dans la vallée de la Loire de voir que toute la communication aussi de ces agences de promotion du territoire se faisait avec The Loire Valley, alors que lui il était venu chercher la vallée de la Loire. C'est quand même assez récurrent cette façon qu'on a de se tirer une balle dans le pied. La langue française rayonne et les Français n'en ont pas conscience. Voilà. Ils n'ont pas conscience du potentiel économique que représente leur langue. Oui, économique et puis culturel, politique, même civilisationnel si l'on peut dire. Et c'est vrai que c'est une méconnaissance qui s'explique du fait que dans les cursus scolaires ou à l'université, c'est un angle mort, la francophonie, on n'en parle jamais. Les Français ne savent pas qu'il existe une organisation internationale de la francophonie, qu'il y a un espace économique de la francophonie.
et qui a à travers cet espace beaucoup de potentialités et d'opportunités. D'ailleurs, on devrait davantage s'ouvrir, et notamment à l'école, au monde francophone. Pourquoi pas en étudiant davantage des œuvres littéraires de pays de la francophonie, étudier un petit peu l'histoire du Québec, entre autres, pour créer une sorte de patriotisme linguistique, en tout cas un sentiment d'appartenance à cette grande communauté francophone. Ouais. Puis il y a eu à travers la consultation Mon idée pour le français des propositions en ce sens, notamment celle de rétablir des correspondants entre des jeunes français écoliers et puis des jeunes francophones pour leur donner conscience en tout cas qu'il existait ces langues françaises d'ailleurs et aussi des réalités que vivent d'autres jeunes francophones dans le monde. Et puis je pense de manière générale que la francophonie devrait entrer dans les manuels scolaires davantage et qu'il devrait y avoir au-delà de l'université Lyon Lumière beaucoup plus de cours universitaires dans les grandes écoles également. D'autant que voilà, c'est un espace international qui compte, qui pèse, de la même manière que la lusophonie compte ou que l'arabophonie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vision un peu mondiale et qui sorte de nos schémas très raccourcis, j'allais dire, ou très étriqués sur la francophonie. C'est pas qu'une réalité hexagonale, bien au contraire. J'avais lu des choses intéressantes à ce sujet dans le livre du Québécois Jean-Benoît Nadeau, Le français quelle histoire, où il explique que finalement les Anglais, les Espagnols et les Portugais ont pris conscience il y a bien longtemps que leur langue était davantage parlée hors de chez eux que chez eux, et les Français sont peut-être à peine en train d'en prendre conscience, ou sur le point. En tout cas, le discours du président a eu ce mérite parce qu'il allait quand même dans ce sens, c'est ce qu'il disait. Il a décidé aussi que le 20 mars serait consacré à l'étude des littératures étrangères mais francophones dans les écoles. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt tendance à étudier des auteurs français, même si effectivement il y en a une panoplie depuis de très nombreux siècles. Mais cette diversité, cette richesse des littératures francophones, je pense que c'est très bien de s'y imprégner, puis d'en voir les subtilités. Et à cet égard, il y a aussi le rôle de l'Académie française qui est important, parce qu'on ne peut pas rester dans un cénacle de franco-français, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même un académicien d'origine chinoise, une autre d'origine russe, mais aucun, pour le moment, africain francophone, ce qui est quand même un gros problème quand on prétend normer une langue qui est parlée aujourd'hui majoritairement par des Africains francophones. Et qui le sera de plus en plus à l'avenir d'ailleurs. Voilà, on parle de 85% en 2050, effectivement. Donc tout ça sont des sujets sur lesquels nous, qui sommes conscientisés, qui sommes sensibilisés par les enjeux de la francophonie, devons porter aussi en France. Et ça commence donc à l'école, mais ça se poursuit dans les médias, ça se poursuit sur Internet, en fait dans tous les espaces d'expression, un peu comme font les Canadiens francophones qui s'organisent, qui tissent des réseaux, qui revendiquent aussi le droit d'avoir des services publics en français. Donc je pense à l'Ontario, je pense au Nouveau-Brunswick, etc. Donc on doit s'inspirer aussi d'eux pour raviver la flamme et ne pas perdre l'élan de la francophonie, y compris en France. Parce que au-delà des effets de mode sur ces anglicismes, il y a quand même une sorte de perte un peu, ou en tout cas de relativisation du niveau de français écrit et oral qui se traduit dans les études, enfin qui est documenté, et aussi d'une certaine montée de l'illettrisme qui est préoccupante. Le problème de la baisse du niveau du français, de l'anglicisation aussi, touche plusieurs pays de la francophonie. Quand on a beaucoup entendu parler ces derniers temps de l'anglicisation préoccupante d'une partie de Montréal. Si ça reste limité, puis si ça reste un effet de mode, d'accord, mais si c'est une tendance profonde et qui s'inscrit dans le temps long, alors là, effectivement, on va avoir un monde standardisé, puisqu'une seule langue, ça amène un seul référentiel de valeurs, de concepts, alors que le plurilinguisme a cette capacité à nourrir des imaginaires et la diversité du monde. Donc c'est ça, tout est lié finalement, c'est comme la diversité biologique, voilà. Il
faut défendre cette diversité des langues. D'ailleurs, le gouvernement, lorsque le gouvernement a lancé la plateforme Mon idée pour le français, on a toujours insisté sur la nécessité de promouvoir le français et le plurilinguisme. Et je trouve qu'effectivement, ça c'était une bonne approche. Oui, c'est pas le combat d'une langue contre une autre, c'est pas le français contre l'anglais, c'est le monolinguisme contre la diversité linguistique. Voilà. La francophonie, c'est presque un prétexte finalement pour promouvoir cette diversité-là. Ben c'est ça, tout en étant quand même une langue qui a vocation à demeurer parmi les 5 ou 10 premières langues mondiales à l'horizon des 100 prochaines années. Et qui est encore la deuxième langue la plus enseignée au monde. La troisième langue sur Internet, la deuxième langue des médias internationaux, et qui reste statutairement dans les organisations internationales la deuxième langue aussi, même si là encore ça s'effrite, puisque avec les budgets en baisse, les organisations internationales ont tendance à rogner sur les coûts de traduction, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, puisque si on va dans le sens d'une seule langue, on va aussi dans le sens, mine de rien, d'un seul courant de pensée à chaque fois. Et donc ça affaiblit la diversité conceptuelle, là aussi, dans les relations internationales. Et c'est pour ça que c'est important de soutenir l'élan de la francophonie parmi le bassin des autres langues mondiales, et c'est pour ça que le plurilinguisme effectivement a été rappelé par le président Macron, et je pense que c'est une bonne chose dans cette nouvelle approche aussi en France, parce que longtemps on a eu une approche un peu auto-centrée en pensant que la francophonie était organisée autour de nous. Or on le voit bien, c'est quand même une langue africaine, une langue américaine, caribéenne, un peu asiatique dans certains confins. Donc c'est une langue mondiale, même si elle n'a pas la puissance de la langue anglaise, enfin anglaise, anglo-américaine, globale, elle reste quand même une langue forte, et on ne va pas dire qu'on est menacé quand même en tant que francophone, même si dans certains contextes, effectivement la langue française est menacée, mais à l'échelle mondiale, la langue française n'est pas menacée, donc c'est aussi notre responsabilité en tant que francophone de défendre les langues qui sont en moins bonne posture, y compris dans l'espace francophone. Voilà, les langues minoritaires, régionales aussi. Des langues régionales qui font partie d'un patrimoine matériel et immatériel, qui aussi sont des rivières qui abreuvent des fleuves de la pensée, un peu comme en France, on a des langues régionales qui abreuvent aussi et qui ont abreuvé le français majoritaire. La France est le premier contributeur financier des organes internationaux de la francophonie, donc on ne peut pas dire que la France s'était désinvestie, même si politiquement c'était un sujet moins porté notamment par les présidents de la République, depuis Jacques Chirac peut-être. Et c'est vrai qu'il y avait eu comme un creux de la vague. Là, le président Macron a décidé d'en refaire une priorité politique internationale et nationale, puisqu'il faut que tout se tienne en matière de politique linguistique dans nos écoles et à l'international. Donc il y a les alliances françaises aussi qui sont un vecteur très important et que la France a jusqu'à présent soutenu fortement, même s'il y a eu des coupes budgétaires aussi ces dernières années. Et je pense que tu en parles assez bien de ces alliances. C'est le plus gros réseau à vocation culturelle et linguistique mondiale. Donc ça, c'est complémentaire avec les professeurs de français locaux, qui souvent se débattent avec très peu de moyens. Ça, c'est un des grands défis de la francophonie, compte tenu de la croissance démographique, notamment de l'Afrique subsaharienne. On aura cruellement besoin de professeurs dans les années qui viennent. Dans les toutes prochaines années, même on parle de 100 000 à 150 000 professeurs de français manquants pour 2020. Donc ça, c'est la première priorité, si je puis dire, de la francophonie, c'est d'assurer les besoins élémentaires d'apprentissage en langue française, à la fois apprendre le français et en français, parce qu'on peut apprendre d'autres matières en français, et on peut apprendre en français et en d'autres langues, puisque voilà, il y a aussi le programme Élan à l'OIF, des langues nationales plus du français, et la plupart du temps le français est une langue choisie d'une part, et une langue qui se superpose mais qui ne se substitue pas aux langues nationales ou aux langues régionales. C'est une langue qui tisse des ponts, des passerelles entre des peuples, et c'est une langue parfois d'intégration régionale, notamment, on l'a dit, en Afrique.
À l'Union européenne, c'est aussi un souci, parce que depuis ces dernières années, le plurilinguisme a fortement reculé. Aujourd'hui, on a le Brexit qui rabat peut-être un peu les cartes, en théorie, on va dire, puisqu'en principe et dans les faits, on garde l'anglais comme langue de travail, alors que ça se justifie moins, cette omniprésence. J'ai reporté un graphique dans mon livre où on voit très bien que dans les années 90, il y avait un relatif encore équilibre entre l'utilisation du français et de l'anglais. Et depuis, on voit bien que l'anglais s'est imposé au détriment de toutes les autres langues et que le français a chuté. Ce qu'on peut dire aussi pour l'Union européenne, c'est que ce combat pour le plurilinguisme, il se joue à la fois dans les instances européennes, donc l'Union européenne, le Conseil, le Parlement, où là, normalement, le plurilinguisme a cours, mais aussi la Commission européenne. J'ai entendu Jean-Claude Juncker qui était prêt à s'engager davantage pour le plurilinguisme, ce qui est une bonne chose. Mais au-delà de l'Union européenne, il y a les initiatives qu'on lance, nous la société civile plus les États, au sein du continent européen, et ça ne passe pas uniquement par l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle dans ma deuxième étude, en tout cas dans le deuxième livret, je suggère la création d'un centre de la francophonie européenne, donc qui serait en complément d'une politique volontariste dans les instances européennes. Mais là, il s'agirait davantage de mieux relier les communautés francophones. On sait qu'il y en a dans le Val d'Aoste, il y en a en Suisse romande, un peu en Espagne, en Roumanie, en Europe de l'Est. Donc mieux relier ces francophones à travers des programmes. Il existe un centre un peu équivalent à Québec, qui est le centre de la francophonie des Amériques, qui dispose d'une radio, d'une bibliothèque numérique, d'un programme de jeunes ambassadeurs. Et ça pourrait être un beau projet dans lequel la France serait partie prenante, mais aussi la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et d'autres. Donc ce serait un autre moyen de développer la francophonie européenne, puisque c'est quand même un espace de coopération, de prospérité. Donc on ne va pas dire uniquement que le français est une langue africaine, il faut aussi l'ancrer en Europe et au Canada francophone, au Québec où c'est déjà le cas, en Louisiane, partout où c'est possible, il faut contribuer à l'ancrer davantage. Oui, on parlait de la nécessité de renforcer les liens entre les francophones, ce que d'ailleurs l'association Francophonie sans frontières a vocation à faire. Ouais. Le fait déjà d'ailleurs. Et je voulais rebondir là-dessus puisque j'ai découvert il y a quelques jours, la semaine dernière, au Festival du film canadien de Dieppe, le film de l'Acadien Ficomo, Zachary Richard, toujours batailleur. Un superbe film documentaire d'ailleurs que je vous recommande très, très fortement. Et à la fin du film, l'accent est mis sur des associations louisianaises, locales, qui permettent à des touristes, notamment, en tout cas des visiteurs francophones, d'être hébergés dans des familles cadiennes. Et l'avantage, c'est que ça permet à ces familles qui n'ont pas trop souvent l'occasion, malheureusement encore aujourd'hui, de pratiquer leur français, de le faire. Et ça permet aux francophones de découvrir une autre francophonie, la francophonie cadienne, avec toute sa richesse et ses particularismes. Et ça, je trouve ça fantastique. On peut aussi rendre hommage au rôle qu'a joué depuis 50 ans le codophile en Louisiane. Heureusement qu'il y a eu la création de ce centre qui a permis le rayonnement du français en Louisiane, même si on constate quand même un recul depuis de la langue française en Louisiane, mais grâce au codophile, on a pu maintenir un intérêt et un niveau d'enseignement intéressant. Et quand j'avais organisé mon colloque sur l'avenir de la francophonie à Montréal en 2016, j'avais demandé au président directeur général du centre de nous envoyer une vidéo. Et il avait envoyé des mots très émouvants en parlant de la solastalgie, qui est en tout cas un terme créé récemment, pour évoquer ce sentiment un peu étrange, à la fois d'être chez soi, mais de ne plus reconnaître son chez-soi. Voilà. C'est une façon d'être aussi déraciné, c'est un peu l'un des derniers stades, peut-être l'avant-dernier avant l'assimilation. Et en tout cas, grâce au codophile, il reste des raisons d'espérer en Louisiane, et grâce aussi à ces initiatives que tu décris, il y a aussi des liens entre le Nouveau-Brunswick et la Louisiane, puisque
le Congrès mondial acadien accueille un certain nombre de Louisianais. Je sais que la Louisiane a vocation peut-être à intégrer l'OIM, soit en tant qu'observateur, soit en tant que membre. Et en tout cas, il faut, autant que possible, l'arrimer aussi à la francophonie internationale. Et nous, à travers peut-être l'OFQJ, à travers d'autres programmes de mobilité jeunes et étudiantes, tisser des liens avec ce territoire avec lequel on a des relations historiques fortes et où le français apporte là encore un surcroît de diversité culturelle dans cette partie de l'Amérique. Pendant longtemps, on a pensé, plus ou moins à juste titre, que s'angliciser était un atout, notamment un atout économique, pour pouvoir s'intégrer dans ce vaste ensemble anglophone et nord-américain. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, promouvoir la francophonie en Amérique du Nord notamment, eh bien c'est un formidable atout économique, justement, un atout touristique. Ça donne dans le cas de la Louisiane, par exemple, c'est très bon pour l'image de marque, l'attractivité de la région, et ça, la langue française, dans ce cas-là, peut être potentiellement, et même sûrement d'ailleurs, moteur de développement durable. Tout ce qui est en mesure de nous singulariser, Voilà. de nous donner un plus. Et je pense qu'à chaque fois que la diversité culturelle et linguistique s'étiole, on perd beaucoup de la richesse de l'humanité.